Comment expliquer la persistance des inégalités scolaires? Les caractéristiques de l'école vont contribuer en partie aux inégalités scolaires. En effet, cette persistance peut s'expliquer par deux déterminants. D'abord, le fait que certains enfants sont mieux adaptés aux modèles scolaires que d'autres. C'est le rôle de la socialisation différentielle. Les individus vont acquérir des normes, des valeurs et des comportements différents en fonction de leur appartenance sociale ou de leur genre. Deuxième déterminant, il fait que l'école développe des procédures d'orientation complexes. Ainsi, les stratégies familiales sont essentielles. Première socialisation différentielle, la socialisation genrée. Celle-ci contribue aux différences de résultats scolaires entre les filles et les garçons. En effet, l'école va développer certains modèles de comportement basés sur des valeurs. Une valeur est une manière d'être ou d'agir reconnue comme idéale par un groupe. C'est un idéal dont il faut se rapprocher, mais qui est difficilement accessible. Les valeurs développées par l'école seront par exemple le calme, la sagesse, la valorisation de la culture savante, l'obéissance ou bien la discrétion. Ces valeurs vont s'inscrire dans des normes. Une norme permet d'atteindre une valeur. C'est une règle de conduite très largement suivie dans une société ou un groupe donné, dont la non-observance entraîne des sanctions diffuses ou explicites. Ainsi, les normes développées par l'école seront par exemple le fait d'écouter l'enseignant, de faire ses devoirs, de ne pas bouger sans l'autorisation de l'enseignant, de participer ou bien de s'intéresser au sujet scolaire. Or, ces modèles de comportement sont plus facilement adoptés par les filles que les garçons, du fait de la socialisation genrée. Ainsi, les individus vont acquérir des normes et des valeurs différentes en fonction de leur genre, car les stéréotypes genrés, ceux liés aux modèles féminins et masculins, sont différents. Ainsi, pour les filles et les garçons, les valeurs vont être genrées. Pour les filles, les valeurs sont la douceur, la patience, le calme, l'attention aux autres. Pour les garçons, la force, le courage, le sens de la compétition. Ces valeurs genrées vont se traduire par des normes genrées. Pour les filles, être sage, calme, suivre les conseils. Pour les garçons, enfreindre les règles, se montrer insolent, monopoliser l'attention ou bien faire usage de force physique. Ainsi, comme les comportements féminins sont mieux adaptés que les comportements masculins au système scolaire, leur réussite scolaire est meilleure. Cependant, le rendement social de leur diplôme sera inférieur à celui des garçons. Deuxième forme de socialisation différentielle, la socialisation différentielle selon l'origine sociale. C'est l'analyse de Pierre Bourdieu. La réussite scolaire va dépendre du capital culturel transmis. Ainsi, l'école va valoriser certains savoirs et en dévaloriser d'autres. Pour réussir scolairement, il va falloir maîtriser cette culture scolaire. Or, tous les enfants ne la maîtrisent pas également. C'est dû à la socialisation différentielle selon l'origine sociale. Celle-ci va notamment dépendre des capitaux qui sont différents selon les familles. En effet, chaque famille, en fonction de son groupe social, a des capitaux qui se transmettent d'une génération à une autre. Il y a des 4 capitaux différents. Ceux-ci sont interdépendants. Il y a en effet 4 capitaux. Le premier, le capital économique, c'est-à-dire le revenu, le patrimoine. Le second, le capital culturel, qui peut prendre 3 formes. Un capital culturel objectivé, c'est la possession d'œuvres. Un capital culturel incorporé, c'est l'aisance et la maîtrise de la culture légitime. Et enfin, un capital culturel institutionnalisé, c'est le capital scolaire. Troisième forme de capital, le capital social. Ce sont les relations sociales qui peuvent fonctionner comme ressources dans l'espace social. Par exemple le piston ou l'appartenance au bottin mondain. La conjonction de ces 3 capitaux détermine le capital symbolique, la reconnaissance, le prestige. Ces capitaux vont alors être à l'origine, en partie, d'un habitus particulier. En effet, chaque famille détient un niveau et une structure de capital spécifique, qui dépend du groupe social d'appartenance, et qui va générer un habitus différent. Un habitus a plusieurs caractéristiques. C'est un système de disposition incorporé au cours du temps. Ensuite, il donne une perception du monde particulière. Et enfin, il va guider les actions de l'individu. C'est donc une grille de lecture qui permet à l'individu de choisir le comportement le plus adapté à ses buts
en fonction des contraintes sociales intériorisées. Ainsi, l'habitus a une double caractéristique. D'abord, l'individu va avoir une marge de liberté. Il a alors le choix entre plusieurs options. Cependant, cette liberté est relativement contrainte, puisque ces options dépendent de son habitus et sa socialisation. Dans ces conditions-là, la socialisation primaire familiale aura un rôle essentiel. Ainsi, selon l'origine sociale, on aura une socialisation différentielle. Chaque groupe social, en fonction de ses capitaux et de son habitus, va développer un modèle de socialisation. Cela va donc contribuer à la réussite scolaire. Et, dans la socialisation familiale, ce qui sera essentiel, c'est la place de la culture classique. Ainsi, selon l'origine sociale, l'habitus et donc le modèle de comportement scolaire seront différents. Pour les classes supérieures, leur habitus est basé sur l'excellence scolaire et sociale, l'idée d'être le premier. Leur modèle de comportement sera alors bien adapté à l'école, un intérêt pour la scolarité et un goût pour la culture légitime. Pour les classes moyennes, leur habitus est basé sur l'ascension sociale, et notamment un soutien parental fort pour réussir scolairement. Ils auront donc une bonne volonté scolaire qui leur permet de réussir à l'école. En revanche, pour les classes populaires, leur habitus est différent. Il y a la valorisation du travail manuel, de l'indépendance financière. Elles sont aussi très éloignées de la culture légitime. Leur modèle de comportement sera donc beaucoup moins adapté à la réussite scolaire, puisqu'il y a moins de goût et d'intérêt pour l'école. Ainsi, l'école va être responsable en partie des inégalités scolaires. L'école n'est pas neutre, puisqu'elle transmet une culture particulière, la culture bourgeoise. Ainsi, pour les enfants de milieux favorisés, la culture scolaire va renforcer la culture d'origine. En revanche, pour les enfants de milieux populaires, cela va être beaucoup plus difficile, puisqu'ils doivent se détacher de la culture d'origine pour en adopter une autre. Il y a donc un phénomène d'acculturation. Or, l'école va transmettre la culture des classes supérieures sans le dire et sans compenser les inégalités de départ. Selon Pierre Bourdieu, l'école va alors transformer ceux qui héritent en ceux qui méritent. L'école n'est donc pas totalement méritocratique. Il y a alors un phénomène de sursélection, un traitement inégal opéré par l'école et la société qui va sanctionner plus fortement les enfants issus du milieu défavorisé. Dernière explication de la persistance des inégalités scolaires. Le fait que l'école développe des processus d'orientation complexes. C'est le rôle des stratégies familiales de Raymond Boudon. En effet, le but de l'école est de sélectionner de manière méritocratique les élites. Pour cela, elle va mettre en place un processus d'orientation. Or, ce processus est complexe. Il nécessite une bonne connaissance du système scolaire. Or, toutes les familles ne l'ont pas. Pour Raymond Boudon, ces inégalités d'accès à l'information ont des conséquences sur les choix d'orientation. Il va ensuite développer une analyse actionnaliste basée sur l'individualisme méthodologique. En effet, Raymond Boudon a une conception individualiste de la société. L'individu est un homo sociologicus actif. C'est un acteur qui a des buts, qui est rationnel même s'il a une rationalité limitée, et qui est soumis à des contraintes. Ensuite, selon Boudon, la société va résulter de l'agrégation des comportements individuels. Ainsi, à chaque palier d'orientation, l'individu et sa famille doivent faire des choix d'orientation. Or, ce choix d'orientation sera basé sur un calcul coût-bénéfice. L'individu et sa famille regardent ce que va leur coûter la scolarité. Celle-ci dépend de la réussite scolaire, des dons, des mérites et des capacités de travail de l'individu, mais aussi du coût de cette scolarité et du risque d'échec, et cela va être comparé aux bénéfices attendus, c'est-à-dire l'apport du diplôme en termes d'emploi ou de valorisation sociale. Or, ces coûts et ces avantages d'investissement scolaire vont être appréciés de façon variable selon les milieux sociaux. En effet, les coûts vont paraître plus élevés au milieu populaire qu'au milieu favorisé. Et les bénéfices ne vont pas être appréhendés de la même manière. Les familles populaires vont avoir moins d'ambition que les familles favorisées. Ainsi, les enfants des milieux populaires vont faire en moyenne des études plus courtes que les enfants des milieux favorisés. Il y a alors une autosélection
des enfants des milieux populaires. Cette autosélection des enfants des milieux populaires s'explique par le fait que les calculs rationnels des familles soient différents. Ainsi, l'enfant et sa famille vont limiter leurs ambitions, non pas parce que l'école les traite injustement, mais parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de poursuivre des études plus longues du fait de leur position sociale.